Attendez, j'ai une ampoule qui a grillé, du coup j'essaie de trouver un angle où la lumière n'est pas très dégueulasse. Hey, bienvenue dans un nouveau vlog lecture assez random parce que je ne sais pas du tout quel genre de livre je vais vous présenter dans ce vlog. Je voulais juste en démarrer un parce que sinon cette semaine il n'y a pas de vidéo. On est le 17 novembre et ça fait depuis pratiquement début novembre que j'ai pas vraiment terminé un livre. Voilà, je papillonne de lecture en lecture sans jamais vraiment me poser jusqu'à la fin et ça craint. Voilà, du coup j'espère que ce vlog va m'aider, me portera chance pour trouver quelque chose qui me satisfait réellement jusqu'à la fin. Au programme, il n'y a pas de programme, soit ça va être des lectures random, soit de la littérature chinoise, peut-être parce que je suis passée à la BU de ma fac et ils ont pas beaucoup de livres en chinois, mais surprenamment ils en ont quand même, alors qu'il n'y a pas de licence de chinois, donc j'ai été très surprise, agréablement surprise, et j'ai pu faire quelques petites trouvailles plutôt pas mal, peut-être vous présenter ça, ou alors j'avance, ou je commence plutôt mon challenge de terminer ou rattraper des sagas d'ici fin 2023, des sagas que je vous ai présentées dans la vidéo précédente. Surtout l'objectif en fait de ce vlog, c'est de terminer au moins un livre et de vous en parler de manière construite et développée, blablabla. Souhaitez-moi bonne chance, voilà, on est ensemble, enfin voilà, vous êtes avec moi, je suis avec vous aussi si vous avez des challenges littéraires à relever. Et j'aimerais beaucoup aussi avoir le temps de regarder One Piece. En fait, si j'ai le temps de regarder One Piece, le truc c'est que j'ai le temps pour 1 ou 2 épisodes par jour. Mais je sais que si je me pose devant un épisode, ça va se terminer en visionnage de 2-3 heures parce que je ne peux pas m'arrêter. C'est tout ou rien et je mise sur le rien pour l'instant, du coup je suis en manque. Voilà, One Piece c'est ma drogue et là je suis un peu frustrée. Du coup c'est juste ça cran dans ce vlog lecture, vous saurez pourquoi. J'arrête de parler, à suivre pour je sais pas quel genre de lecture. Et on croise les doigts pour que ce soit un vlog consacré peut-être à plusieurs lectures que j'aurai terminé. Enfin, voilà. À bientôt, à suivre. Hey, on est le lundi 21 novembre. Déjà, c'est quoi ça? Et pendant le week-end, j'ai pu lire un livre. J'ai enfin terminé un livre. Alors, j'ai triché parce que c'est déjà un tout petit livre et je l'avais déjà commencé mi-octobre. Voilà. Mais c'est quand même finir un livre. Bref, il s'agit d'un livre de littérature chinoise. Du coup je pense que je vais axer mon vlog lecture dans ce genre là parce que j'aurai pas trop le temps de m'enfiler des grosses briques de suite de saga parce que là c'est pas possible. Je me suis rendu compte que comme on est le 21 novembre, du coup début décembre arrive très vite. Et qu'est-ce qui se passe début décembre? Il y a le rendu des devoirs de premier semestre d'études là. Et je suis un peu en retard, j'aurai pas le temps vraiment de beaucoup lire, sachant que j'ai d'autres livres, sachant que j'ai One Piece. Oui, One Piece, c'est pas négociable, il faut absolument que je regarde One Piece, que j'ai ma dose de One Piece. J'ai bientôt fini l'arc où j'en suis, avant d'entamer le plus grand arc de One Piece qui fait 200 épisodes là. J'arrête pas de tout ramener à One Piece, ça me saoule. Le livre s'appelle Le goût sucré des pastèques volés de Shang Keyi, publié aux éditions Piquier. Il s'agit d'un livre où l'autrice revient sur ses souvenirs d'enfance en abordant plusieurs biais, notamment à travers des personnages, en particulier sa mère, qu'elle met beaucoup en avant et qu'elle respecte beaucoup. Et je trouve que c'est un aspect particulièrement émouvant en littérature chinoise, dans ce genre de récits où les auteurs reviennent sur leurs souvenirs d'enfance, ou même dans les récits de fiction, où tu sens vraiment que l'auteur a un grand respect pour la résilience, pour la force des petits gens. Ça sensibilise un peu à leurs conditions, ça met en lumière des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les fictions, dans les livres, qui n'ont pas forcément accompli de choses entre guillemets grandioses, mais qui à leur échelle représentent quelque chose de vraiment marquant, de vraiment admirable. C'est toujours doux, ça fait toujours du bien de lire ce genre de choses, et là on ressentait vraiment à quel point l'autrice voulait rendre hommage à sa mère. Ce sont aussi des souvenirs d'enfance liés à la nature, parce qu'elle a grandi en milieu rural, du coup elle a beaucoup d'anecdotes avec les animaux qu'elle maltraitait, avec les fleurs, avec les plantes, il y a des événements, il y a des activités, il y a des jeux culturels, et c'est aussi une description d'enfance qui est très prégnante en matière d'odeur, de saveur. Par exemple, rien que le goût sucré des pastèques volées, voilà, elle va aller plus en profondeur pour développer ce qu'elle a ressenti, toutes ces odeurs, ces saveurs qui ont traversé son enfance et qui forment une impression de nostalgie auquel on peut s'identifier. C'est un peu comme la Madeleine de Proust quoi. Mais on sent également que c'est nostalgie qui est endeuillée parce qu'elle va beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, déplorer le changement de la société qui impacte pour elle le charme des milieux ruraux et le fait que voilà, il y a beaucoup de choses à la campagne qui a disparu,
au profit de l'urbanisation, de l'avancement de la technologie, enfin de la modernisation. Et parfois je l'ai trouvée un peu trop condescendante dans le fait où elle dresse un extrême contraste entre le avant, où tout était simple, où les gens avaient les pieds sur terre, pouvaient profiter des plaisirs simples de la vie, VS le présent où pour elle tout est superficiel, où les gens ils sont débiles quoi. Ça m'a un peu dérangée parce que en vrai l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux genre apprécier la technologie, mais tu peux aussi apprécier la nature, profiter de la campagne et tout. Je comprends toutes ces critiques parce que ça doit être dur et tu le vois à travers ses yeux et ses sentiments et sa plume à quel point c'est déchirant en fait de voir les paysages de ton enfance se transformer autant, perdre tes repères d'enfance, et puis ça la met face à une réalité qui est dur pour tout le monde à accepter, c'est que l'enfance n'est pas immuable et que tu vas changer, que le monde autour de toi va changer et que tu vas devoir t'adapter et que parfois les seules traces de ton enfance c'est juste en toi et il y aura pas ces repères là autour de toi parce que ça change tellement. Je comprends ce sentiment d'injustice, mais franchement le message en mode oui c'était mieux avant, c'était vraiment hyper gros et du coup ça a donné une connotation très pessimiste au récit parce que d'abord elle décrit ses plaisirs, du coup voilà t'es dans une bonne atmosphère, de bonnes vibes, et après elle trash talk sur le présent et t'es en mode oui mais bon, je pense que tu peux quand même être heureux dans le présent. C'est un récit qui était intéressant, mais c'était un peu trop accablant. Je pense que je lui mets 3 sur 5. Mais n'empêche que durant la première partie, voilà, quand c'était pas trop lourd encore, quand elle déplorait ses marques d'enfance perdues, ça m'a particulièrement attendrie, ça m'a vraiment émue. Voilà, c'est une plume qui reste très agréable, très fluide à lire. Voilà, du coup je vous conseille si vous voulez vous plonger dans le quotidien d'une enfant en campagne chinoise. Et pour une prochaine lecture, j'hésitais entre 2 romans. Alors, le premier, c'est La ville introuvable de Uroi. C'est son nouveau roman, édité chez Actes Sud. J'aimerais tellement le lire parce que Uroi, c'est l'un de mes auteurs chinois préférés. Et du coup, quand je suis allée en librairie et que j'ai vu qu'il avait sorti un nouveau roman, j'étais extatique. J'étais trop bien. Alors là, j'ai voulu vérifier sur internet le résumé pour voilà, vous en parler un peu plus. Mais sur internet, ça décrit l'histoire comme une histoire d'amour, alors que moi, quand j'avais lu le résumé en librairie, j'ai vu ça comme une histoire fraternelle entre voilà, un frère et une sœur. Du coup, j'étais particulièrement touchée. Soit je suis tellement insensible et hermétique à la romance que je l'ai occultée de mon esprit, que j'ai tout changé, que je suis dans le déni, soit je suis vraiment juste débile, voilà. Mais il doit y avoir une relation fraternelle et je l'espère parce que Uroi, pourquoi je l'aime autant, c'est parce que j'adore la finesse, la délicatesse avec laquelle il décrit les relations humaines, en particulier autour de la famille ou de l'amitié. Je vous conseille Vivre et Cri dans la bruine ou Cri de bruine, je sais plus, Cri de bruine je crois, je sais plus. C'est vraiment nuancé, poignant, c'est amer parfois, mais il y a cet amour qui reste pur. Enfin c'est juste waouh, c'est très impactant et du coup ce roman m'intéresse de ouf et je crois que ça se passe aussi peut-être durant la révolution culturelle, qui est une période de la Chine qui me fascine, notamment dans les fictions ou dans les récits de témoignages. Uroi, il a écrit pas mal de livres autour de cette période qui mêlent un peu absurdité, burlesque et émotion et scènes très dures. J'aimerais le lire sauf qu'il est assez gros et je sais pas trop si pendant cette semaine j'aurai le temps. Non, je sais juste que pendant cette semaine j'aurai pas le temps. Je vais me rabattre sur un des romans que j'ai emprunté à la PU. J'en ai emprunté 3, dont 2 de Cao Xintian. J'ai voulu lire celui-là, Une canne à pêche pour mon grand-père de Cao Xintian, publié aux éditions de l'Aube. Cao Xintian, c'est un auteur chinois qui a migré en France. Du coup voilà, vous pouvez trouver des interviews de lui quand il parle français. Et c'est un auteur assez renommé que j'aurais dû lire pendant ma licence de chinois et que je n'ai jamais lu, parce qu'en gros il a une œuvre majeure qui s'appelle La montagne de l'âme et qui a l'air d'être une œuvre très contemplative, philosophique, poétique. Ça a l'air super intéressant, mais ça m'a toujours fait peur parce que j'avais peur que ce soit trop lourd pour moi à digérer. Et du coup pour le commencer, je me rabats sur ce petit recueil. Je crois que c'est des souvenirs d'enfance, en tout cas ça dit souvenirs d'enfance, les bonheurs simples de l'amour et de l'amitié, le pays natal et ses lieux familiers, mais aussi les drames de la rue ou les tragédies vécues par la Chine. Tels sont les thèmes
thème de prédilection de ces 6 nouvelles choisies par l'auteur avec la complicité de son traducteur. Ça va être un peu dans le même registre que Le goût sucré des pastèques volées. On va voir comment il aborde ses souvenirs d'enfance. Je vais voir si je suis sensible à sa manière de décrire la psychologie humaine, les plaisirs simples de la vie, les émotions, blablabla. Et si j'y suis sensible, et bah, ça m'encouragera à aller vers ses œuvres un peu plus denses. On se retrouve quand j'aurai fini mon petit Cao Shen-Tian. Et d'ici là, bah, passez une bonne journée et en vrai, à tout de suite. Voilà. Hey, on est le 23 novembre et désolée pour l'image un peu branlante, la qualité dégueulasse, j'ai la flemme de mettre un setup. C'est un peu le rush, je suis en train de tomber malade, du coup voilà, la semaine est chargée, difficile, mais on va s'en sortir. Mais je vais quand même poursuivre cette vidéo jusqu'au bout puisqu'on parle de littérature chinoise et ça faisait longtemps depuis j'ai pu lire 2 ouvrages d'un même auteur. Alors le premier, comme je vous l'avais dit, c'est Une canne à pêche pour mon grand-père de Cao Shen-Tian, publié aux éditions de Loeb. Grosso modo, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai rien compris. En fait si, j'ai quand même compris quand même. Mais tu sais, c'est ce genre de lecture assez nébuleuse où il y a tellement de fois où tu sens que t'es paumé qu'au final t'en ressors en mode hyper perplexe, confuse, t'es en mode qu'est-ce que je devais appréhender, relever vraiment dans cet ouvrage là. J'ai pas été sensible malheureusement à la manière dont il délivrait ses différents récits et voilà, mais je peux vous conseiller parce que c'est une expérience de lecture et c'est assez intéressant. Il a un style qui est assez original, qui est créatif, genre notamment dans le chapitre qui s'appelle Une canne à pêche pour mon grand-père. Il est en train de dérouler les sentiments, les pensées du narrateur de manière hyper spontanée, instantanée et très naturelle, mais au point où j'avais du mal à suivre parce qu'on est passé de son grand-père qui se battait contre des tigres à la Coupe du Monde de football et j'ai pas suivi entre temps en fait, tu vois. C'est comme si j'avais cligné des yeux et d'un coup je me suis retrouvée dans un monde totalement waouh. Il a gagné, si ça vous intéresse, en l'an 2000 le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, c'est pas rien. Et ensuite j'ai lu un ouvrage qui est beaucoup mieux passé, qui est au plus près du réel. Cet ouvrage-là, c'est pas un roman, c'est une retranscription d'un entretien entre Cao Shen-Tian et Denis Bourgeois autour de la question de l'écriture, de la lecture, de l'art en général. Ce sont 2 passionnés qui échangent sur leur expérience d'écriture, sur leur procédé, sur ce qui les inspire, sur ce sentiment en fait quand ils écrivent. Et j'avoue que parfois j'étais un peu paumée parce que je suis pas aussi investie dans l'écriture que d'eux. Du coup t'avais l'impression qu'ils étaient un peu dans la zone, comme tu sais en sport où vraiment ils sont à fond dedans, ils arrivent à décrypter des émotions, à mettre les mots sur ce genre d'émotions qui m'échappent personnellement parce que je suis pas aussi passionnée et plongée dans ce processus là, mais du coup c'était assez intéressant et il y a quand même pas mal de passages qui ont résonné en moi au niveau de l'écriture, de la lecture. Il y a notamment leur réflexion sur l'écriture, le fait que c'est un moment où t'es face à toi-même, où t'as l'impression d'être toi-même mais de manière la plus sincère possible parce que t'es délivré de toutes les injonctions de la société ou quoi, t'es juste en train d'écrire de manière spontanée, en train d'exprimer ta sensibilité de manière la plus honnête, la plus toi. Et puis ça aborde d'autres questions un peu plus sérieuses, notamment le rôle de la politique dans l'écriture, le fait que pour eux l'art pour l'art c'est quelque chose de lâche, d'inutile. Là j'étais pas forcément d'accord. Il déplore que l'art ça s'altère sous les objectifs capitalistes, sous voilà la visée du profit. Il y a plein de sujets autour desquels tu peux débattre également à ton tour avec d'autres personnes. Du coup voilà, c'est assez cool et franchement c'est assez pointilleux aussi. Parfois il rentre vraiment dans des notions de linguistique et j'étais en mode oh mollo. Voilà, la linguistique et moi ça fait 4 milliards, mais sinon vraiment il y a eu des passages qui ont résonné, que j'ai trouvé vraiment limite très touchants. J'avais aussi emprunté ce livre-là, Songer à mon père de Yan Yanke, qui est aussi un genre d'ouvrage où je crois qu'il explore sa relation avec son père, en tout cas il parle de son père, du coup ça revient également sur des souvenirs d'enfance de l'auteur, et je l'ai pas encore lu parce que je pense que je vais faire une pause un peu dans ce genre d'ouvrage chinois parce que sinon ça en fait un peu trop et j'ai peur de pas vraiment en profiter. Je me suis accordé une petite récompense en basculant sur de la fantaisie asiatique qui concerne une ethnie en particulier qui est l'ethnie des Hmong, et en plus ça tombait bien parce que ça fait partie de mon challenge de rattraper, terminer des sagas avant fin 2023 puisqu'il s'agit du tome 2 de la duologie pour l'instant de The Forest of Souls, et du coup le tome 2 s'appelle Broken Web de Laurie M. Lee. Je vais pas trop en développer
développer, je développerai quand je clôturerai la vidéo, soit j'aurais réussi miraculeusement à finir ce tome, soit j'aurais pas eu le temps, mais je vous donnerai un avis déjà selon mon avancée. Ça me fait trop du bien déjà de retourner dans cet univers parce que je retrouve les personnages que j'aime plutôt bien, parce qu'au centre on a une amitié entre deux filles et je trouve que c'est assez original pour la young adulte où en principe t'as un protagoniste masculin, une protagoniste féminin qui finissent en couple, blablabla. Là c'est vraiment deux meufs qui sont trop cool à suivre, qui ont une amitié tellement fusionnelle, puissante, elles sont prêtes à tout l'une pour l'autre. Il y a des complots politiques qui se mettent en place et tout, j'aime trop. Et voilà, du coup je suis bien dans l'univers, même si le fait d'avoir fait une longue pause entre le tome 1 et le tome 2, j'étais assez perdue, je me rappelais de pas tous les personnages, du coup j'ai dû refeuilleter le tome 1, enfin bref voilà, vous savez les aléas de ce genre d'expérience où tu laisses passer une éternité entre deux tomes. Je vous laisse et désolée encore pour la qualité, mais j'espère que ça vous plaît quand même. Et à bientôt, je sais pas quand, mais bientôt. Hey, on est le samedi 25 novembre et je pense que ça va être le dernier clip de cette vidéo particulièrement insupportable au niveau de la qualité, de la luminosité, je suis désolée, mais en fait cette vidéo est un carnage et c'est assez représentatif de ma semaine qui s'est bien déroulée. Il n'y a pas eu de problème, mais c'est juste que ça a été vraiment chargé et du coup je sais même pas quand j'aurai le temps de finir le montage, en fait même de commencer le montage, je vais pas vous mentir, j'ai même pas du tout commencé le montage de cette vidéo pour sortir la vidéo, bah je sais pas quand. J'aurais dû le sortir demain, mais je n'aurai pas le temps. Je pourrais vous mentir en disant que c'est parce que j'ai été particulièrement très chargée et que j'ai eu des responsabilités au niveau de mes études et tout, et effectivement c'est le cas. Mais c'est aussi parce que j'ai préféré privilégier One Piece. Voilà, pour ma défense, on est à la fin d'un arc, il me restait quelques épisodes et du coup j'ai voulu finir au plus vite cet arc là parce que la fin est assez haletante et voilà, du coup c'est très addictif, libre à vous de me pardonner ou pas, mais voilà, j'ai fini l'arc Wall Cake, l'épisode 783 à 877, voilà, ça a été une longue aventure mais très riche. Je vais pas trop en parler parce que c'est pas du tout le propos, mais je vais quand même un peu en parler. En gros, c'est un arc qui est centré autour du thème de la famille. Et si vous avez regardé quelques-unes de mes vidéos, vous savez que l'amitié et la famille sont mes thèmes préférés et sont des thèmes qui me font facilement, très facilement chialer. Et du coup, j'étais particulièrement servie dans cet arc-là parce que l'amitié avec la famille dedans, ça m'a bouleversée et tu vois toutes les facettes de comment est une famille, que ce soit une famille biologique avec tous les revers, tous les enjeux et tout, et une fin de famille, enfin les différences avec aussi les attentes que tu peux endosser à cause de ta famille ou grâce à ta famille, ou enfin voilà, le fait d'être accepté comme on est et tout, de trouver sa place. J'explique très mal, mais je pourrais disserter pendant 2 heures sur cet arc là tellement c'était riche en émotions. Sanji qui avait principalement son histoire à lui développer dans cet arc là, pour moi c'est le personnage le mieux écrit de One Piece. Il est fantastiquement incroyable, bouleversant. En fait c'était depuis le début mon personnage préféré. Le découvert plus en profondeur et le découvert dans tout son naturel et sa profondeur et sa sincérité possible, parce que je trouve que c'est dans cet arc là où tu le vois le plus honnête, tu vois, je sais pas comment dire, mais en fait c'est quelqu'un de très honnête tout le long, mais là tu vois vraiment lui, il se cache pas derrière des artifices comme le fait qu'il a un côté pervers et tout, enfin bref voilà, là c'était vraiment 100% lui. Et paradoxalement pendant tout le long, comme j'ai dit, de l'anime de One Piece, c'est quelqu'un qui est très honnête avec ses sentiments, avec les autres, et il est profondément bon. Alors la gentillesse dans les histoires, dans les fictions, c'est toujours une qualité que tu balances comme ça en mode par défaut, tu vois, genre en mode quand tu dis qu'un héros, un personnage, il est gentil, il a que cette gentillesse en lui, du coup tu sais pas trop comment le définir, il n'y a pas quelque chose qui le démarque des autres, mais en fait Sanji c'est sa gentillesse qui démarque des autres, mais d'une manière tellement profonde et psychologiquement intense et vraiment très creusée et complexe, et c'est ça qu'on voit en fait, qu'on découvre dans cet arc là, c'est qu'en fait sa gentillesse c'est la plus grande force, c'est un truc de dingue. Et dans cet arc là aussi on voit le... Ouah, je suis en train de disserter, promis, laissez-moi 2 minutes, top chrono, et j'arrête. Et Luffy dans cet arc là tu le vois en tant que capitaine, mais dans toute sa splendeur, et pourquoi c'est le meilleur capitaine, c'est le meilleur ami que tu puisses avoir. Il a une foi en ses coéquipiers qui est d'une intensité, il doute jamais, et il te donne l'envie d'être le meilleur de toi-même pour répondre à ses attentes, parce que il te donne tellement l'impression que tu peux être
cette personne en qui il croit. Il y a des moments dans cet arc qui traduit sa détermination, sa volonté d'une façon et son charisme en tant que capitaine, mais c'était foudroyant. J'ai pas dépassé les 2 minutes. Mais du coup, en dehors de ça, je vais pas pouvoir vous présenter ma lecture en cours parce que j'aurai pas le temps de la finir, mais c'est le tome 2 de Forest of Souls qui s'appelle Broken Web de Laurie Emily. Grosso modo, pour résumer le tome 1, on est dans un royaume où, dans la contrée où on se situe d'abord, en fait les chamans sont discriminés à cause de la reine qui les emprisonne et tout à cause de leur passé en mode, je crois parce qu'il y avait des chamans qui avaient tué ses parents, enfin bref voilà. Et on suit particulièrement une héroïne qui s'entraîne pour devenir la future espionne de la reine. Sauf qu'à un moment, sa meilleure amie se fait tuer et l'héroïne, elle réussit à la ressusciter par un pouvoir très rare qu'il a défini comme une chamane de l'âme qui peut guider les âmes en quelque sorte. Et du coup, comme elle est très rare, elle gagne un statut assez particulier et elle va migrer sur un autre territoire parce que voilà, dans son royaume, comme j'ai dit, les chamans sont pas très bien vus. Elle va en découvrir un peu plus sur sa nature, sur ses pouvoirs, sur les enjeux politiques qui secouent un peu le territoire et la paix qui menace de se fissurer entre les royaumes. Et surtout, elle découvre que sa meilleure amie n'est pas vraiment tirée d'affaire, qu'elle est en quelque sorte ressuscitée temporairement, je crois, mais en tout cas elle doit encore la sauver et c'est vraiment leur amitié à ces 2 filles qui est au centre de l'histoire et ça fait tellement du bien. Voilà, dans le tome 1 il n'y a pas de romance et je suis trop contente. Dans le tome 2 pour l'instant non plus, du coup je suis trop contente. J'adore aussi les amitiés qu'elle tisse avec les autres, notamment avec un qui est un prince qui manipule les ténèbres. J'aime trop, c'est mon personnage préféré, il est trop salty, il est trop sarcastique avec elle et du coup il y a des petites querelles entre eux et j'aime trop en fait son dynamique qui est trop drôle, mais trop rafraîchissante, trop intéressante et tu sens qu'ils s'apprécient quand même, ils se respectent et ensuite petit à petit ils partagent des intérêts communs et du coup ça se développe en amitié alors que le mec est tout grincheux et tout mais il se soucie quand même d'elle. Et là dans le tome 2 par exemple il y a des révélations autour de l'héroïne qui fait qu'on peut douter de sa nature, de ses intentions ou quoi, mais le mec il est encore là pour elle, tu vois, genre il est grognon, il est en colère contre elle et tout, et en mode mais t'es conne, t'es en train de faire de la merde, mais il va quand même l'aider et moi je suis en train de glousser comme une débile parce que c'est trop choupi. C'est possible que leur relation se développe en romance, quoique le mec il est déjà fiancé, alors je sais pas trop, mais d'un côté je trouverais ça intéressant que leur relation se développe dans cet axe là, mais d'un autre côté je trouve que ça nuirait à l'originalité de leur relation parce que c'est rare d'avoir des amitiés aussi mises en avant. J'aime déjà leur amitié comme ça et j'espère revoir le mec parce que là du coup ils sont séparés et l'héroïne elle va faire je sais plus quoi, bref elle est isolée, mais j'aime trop le mec et en plus ses pouvoirs et c'est trop badass et je parle de ça vraiment alors que c'est même pas au centre de l'histoire, c'est vraiment un truc hyper secondaire, mais j'adore ce genre de relation, l'amitié, bref tout ça, je viens de vous dire que l'amitié c'est un des trucs qui me rend le plus fragile, vous avez la preuve. Il y a un peu des sortes de prophéties, de paroles prophétiques qui semblent suggérer que l'amitié entre l'héroïne et sa meilleure amie pourrait finir tragiquement et je suis en mode on ne touche pas à elle, non. Voilà, du coup j'ai un peu peur mais on verra. Bon en fait c'était pas le dernier clip, là c'est sûrement le dernier clip. En fait je sais même pas si je vais monter cette vidéo parce que la qualité elle est tellement dégueulasse que ça me décourage moi-même de perdre mon temps dessus. On est le lendemain et je suis en train de petit déjeuner en lisant Broken Web et hier j'étais en mode ouais j'espère que le mec avec qui elle a noué une amitié que j'adore il va revenir parce que voilà ils se sont séparés et en fait il est revenu plus vite que je pensais, du coup j'étais trop contente. En plus il est revenu pour l'aider alors qu'il est toujours grincheux, il est toujours en mode ouais t'arrêtes pas de créer des problèmes, ça me saoule là, t'es incompétente, t'es inconsciente, blablabla. Mais il est toujours là pour l'aider et du coup ça me fait trop craquer. Dans le tome 1, alors oui je suis en train de vous spoiler, en fait c'est juste un fil scénaristique, c'est même pas important je pense objectivement, mais ça me fait tellement fondre et c'est ma chose préférée au monde. Dans le tome 1, il y a eu des tensions parce qu'il était en colère contre elle, il approuvait pas en fait ses décisions qui mettaient en danger la sphère politique, il avait décidé de couper les ponts avec elle. Sauf que là, voilà, il l'aide quand même et il est arrivé un moment où là ils vont de nouveau se séparer et du coup la meuf elle est en mode merci de m'avoir sauvée, de m'avoir aidée, j'espère qu'on pourra quand même redevenir amis. Il fait une réponse un peu grincheuse en mode non mais t'as cru que j'allais aider n'importe qui, n'importe quand, je t'avais dit que si t'étais aussi bête, je traînerais pas avec toi, un truc comme ça. Et du coup la meuf elle est en mode hein? Et du coup il part et du coup elle se tourne vers un garde avec qui elle s'entend bien et elle est en mode attends mais il vient de dire qu'on est amis là. C'est
un putain de tsundere le mec. Le tsundere, je sais pas si vous connaissez, c'est un terme en japonais pour désigner les gens qui ont une façade, un extérieur assez froid, assez distant, mais à l'intérieur, ils ont un cœur d'artichaut, quoi, ils sont assez sensibles. Du coup, ça me fait trop craquer parce que il y a un peu cette awkwardness, cette maladresse émotionnelle, sociale, qui fait que je trouve c'est trop mignon. Et en fait, plusieurs fois, quand elle se retrouvait seule, la meuf, elle s'attardait sur des détails physiques de lui. Et j'étais en mode, ça c'est propre à la romance, ça se rapproche de la romance, mais en fait comme c'est tellement bien fait leur relation, je pense pas que ça me dégoûtera, que ça me découragera de m'attacher à leur relation, au contraire peut-être, parce que en vrai je suis curieuse de voir comment ils pourraient se débrouiller en romance, parce que leur relation, leur dynamique elle est tellement sarcastique, drôle, si ça reste en amitié, je trouve que c'est beaucoup plus original. Mais voilà, je voulais juste vous rapporter ça, je pense que vous vous en foutez. Il y a de la romantécie et moi j'attends de la friendship tasty aussi. En mode, il y a aussi l'amitié qui peut te faire ressentir plein de trucs et tout, juste parce que c'est trop tendre. Après, peut-être que pour vous c'est peut-être banal, tu vois, comme moi avec la romance, genre si c'était en romance, je pense que je m'en foutrais de ouf. Mais là, comme c'est en amitié, je sais pas, il y a une saveur en plus. Je trouve qu'on peut mieux se reconnaître dedans. Il y a un côté très humain et très réaliste et c'est trop mignon. En fait, on dirait trop des gamins. Je sais même pas quel âge ils ont, mais ils ont tellement une dynamique parfois puérile, tu vois, tellement drôle que je les imagine genre 16-17 ans. Je les imagine comme les enfants. J'avoue qu'au niveau de l'univers, du contexte politique, je suis pas trop dedans. Parfois je suis un peu distante. Du coup, pour rappel, mon challenge de fin d'année c'est de finir, de rattraper des sagas qui je pense peuvent avoir un potentiel pour finir dans mes lectures préférées de 2023, dans mon top 10. Comme ça voilà, j'ai tous les thèmes en tête et comme ça je peux les classer, je peux les mettre dans mon top de manière pertinente. Forest of Souls c'était un candidat potentiel à ce top là, mais le tome 2, j'avoue, je suis un peu moins dedans. L'aspect grisant de la découverte de l'univers, des enjeux politiques, du potentiel et tout, ça s'est atténué avec le tome 2. C'est normal, hein, ça fait la plupart du temps ça. Je pense pas qu'il sera dans mon top, mais je vais quand même le finir parce que je passe quand même un très bon moment. C'est juste un ressenti personnel, c'est juste peut-être parce que mes pensées se dispersent partout, parce qu'à côté, il y a un One Piece, et à côté, dans un très grand côté, il y a les dossiers à rendre, il y a les devoirs et les études, il y a les stages à trouver, enfin bref, il y a plein de choses. Du coup, je suis pas très sereine pour vraiment profiter de ma lecture, mais j'aime bien quand même et je vous conseille, si vous arrivez à lire en anglais, le niveau d'anglais, je pense qu'il est quand même assez exigeant pour les scènes d'action, pour tous les fils politiques, diplomatiques et tout. Voilà, faut quand même s'accrocher. Mais voilà, je conseille quand même. J'espère que malgré ce vlog très brouillon, vous avez quand même passé un bon moment, que ça vous a entertainé et que ça a été au moins un minimum, même un tout minimum 1% d'enrichissant. Même si la littérature asiatique, la littérature chinoise, c'est pas vraiment peut-être ce que vous lisez de base et tout, mais ça peut ouvrir de nouveaux horizons. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère que la qualité dégueulasse de ce vlog ne vous a pas dégoûté pour me retrouver dans d'autres aventures livresques, littéraires, tout ça. Je pense que j'ai pendant quelques semaines ne pas faire de vidéos parce que vraiment je suis en train de crouler sous la masse de choses à faire. Le week-end prochain j'aurai pas le temps de monter et tout parce qu'il y a la Japan Touch à Lyon et je vais y aller, je suis trop contente. Voilà, je vais me ruiner avec tous les goodies de One Piece. J'ai trop hâte. J'aurai pas le temps. Accordez-moi 2-3 semaines de pause et je reviendrai. Merci encore et à bientôt peut-être. Je sais pas, j'espère infiniment. Salut!